arriva devant l'entrée principale de l'Ouémou. Au même moment, le ciel s'assombrit comme si, paradoxalement, un malheur s'annonçait. Les dormeurs s'étaient réveillés, alertés par les cris à la fois de surprise, de soulagement et d'angoisse de tous ceux qui avaient décidé de veiller et qui avaient assisté à ce brusque changement. Il était grand, avec de très larges épaules, et portait une cape en peau de panthère noire. Une capuche de la même matière empêchait quiconque de distinguer son visage, bien qu'il se tienne très droit. Toute son apparence désignait un être de grande noblesse. Et si doute il y avait à ce sujet, il suffisait de voir son escorte pour en être convaincu. Derrière lui, en demi-cercle, se tenaient 2 rangées de cette garde qui précédait une vingtaine de porteurs. Lui-même était encadré par 2 personnages au physique encore plus impressionnant que le sien. L'un d'eux s'avança vers les 2 bâtons symboliques qui indiquaient l'entrée de la petite agglomération. Il s'adressa aux gardes qui s'y trouvaient en faction. « Canard, fils du roi Bangou, est devant vos portes et désire l'hospitalité du roi Bidier !» s'écria-t-il. Les gardes étaient plus qu'intrigués. Ils avaient à peine eu le temps de voir surgir ce cortège de la nuit noire qui l'enveloppait et qui semblait être sa compagne. D'où pouvait-il donc venir à une heure pareille? Et surtout, par où était-il passé? L'Ouémou était cerné d'un côté par une paroi abrupte infranchissable et de l'autre par la gorge de Dieu. Cette dernière s'était plus d'une fois révélée meurtrière pour les étrangers, car parsemée d'embûches et de pièges imprévisibles. Et, de toute évidence, c'étaient bien des étrangers qui se trouvaient là sous leurs yeux. « Que Cana veuille patienter, notre souverain va être consulté. » Le palais était en deuil. Toutes les couleurs vives qui l'ornaient habituellement avaient été retirées. Le roi et ses conseillers se trouvaient toujours dans la grande salle où ils avaient été rejoints par des proches de la famille royale. La reine et la princesse s'étaient retirés dans leurs appartements. Tous étaient résignés face au triste sort qui les frappait, mais le roi faisait vraiment peine à voir. Il était prostré sur son trône, comme s'il ne voyait aucune des personnes qu'il y avait autour de lui. Choisir entre sa fille et le peuple, choix difficile, même si la réponse était évidente pour lui, bien que cruelle. Car n'était-ce pas son devoir, après tout, de protéger son peuple en toutes circonstances? « Majesté! Majesté !» Le roi n'esquissa pas un seul mouvement. « Majesté !» insista le garde. Le souverain se redressa lentement, péniblement. « Qu'y a-t-il donc ?»« Cana, fils du roi Bangou, se trouve à nos portes, Majesté. Il demande l'hospitalité. » Le roi ne réagit pas tout de suite. Il semblait analyser les paroles que venait de prononcer le messager. « À un moment pareil de la nuit? Mais d'où peut-il bien venir ?» s'écria Gao. « Majesté, nous ne pouvons pas laisser entrer un tel personnage dans nos murs, c'est impensable. »« Ce serait un risque énorme, étant donné sa réputation, » renchérit Mokosi. « Et sa descendance royale veut dire qu'il a sans doute toute une escorte avec lui, et donc une charge supplémentaire pour le royaume. Comment le peuple va-t-il interpréter cela? D'autant qu'il n'est pas sans connaître les sinistres rumeurs qui circulent sur cet homme. » Les conseillers étaient déchaînés, comme rendus fous par ce personnage qui surgissait de nulle part au milieu de la nuit. Les propos hostiles à son égard fusaient de toutes parts. Il n'y avait plus que Gao et Mongo qui s'étaient tus et observaient le roi, inquiets qu'ils étaient. « Notre Dieu et nos ancêtres nous recommandent l'hospitalité et l'assistance aux malheureux, » dit ce dernier, après avoir levé une main pour obtenir le silence. « Cana n'intéresse certainement pas Dieu, » répondit Kalanda. « Il agit en chien et devrait être traité, chassé comme tel. »
Toute la pièce n'était plus qu'un bruyant bourdonnement de protestation et d'inquiétude. Au dehors, toute la population qui était à présent au courant de la nouvelle avait également une réaction pour le moins hostile. En effet, Kana, fils du roi Bangu, n'était pas totalement inconnu du royaume. Des rumeurs circulaient sur lui bien avant la grande sécheresse. On lui attribuait la disparition mystérieuse du roi Abaji, d'une contrée plutôt éloignée de l'Uemo, mais assez proche pour en avoir des échos. La rumeur disait encore qu'il s'était emparé de tous ses biens. Le roi Badané, un peu plus loin, aurait succombé des suites d'un incroyable accident de chasse dans lequel Kana était impliqué. Et la liste ne s'arrêtait malheureusement pas là. Ce n'étaient que des rumeurs, bien sûr, mais celles-ci deviennent souvent des réalités irréfutables à force d'être répétées. Après tout, il n'y avait pas de fumée sans feu. Quelqu'un s'était approché de Gao dans la confusion générale et lui avait glissé un mot à l'oreille. Le premier conseiller alla aussitôt se pencher sur l'épaule de son souverain. « On m'apprend que le ciel s'est couvert, Majesté, » chuchota-t-il. Le roi le regarda et s'exclama dans un murmure. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Gao haussa les épaules en secouant la tête en signe d'ignorance et d'incompréhension. Le roi se leva alors et enveloppa la salle de son regard. Le silence se fit immédiatement. « Nous avons tous entendu parler de Kana et de sa réputation, s'exclama-t-il. Les rumeurs nous décrivent un être sans scrupules, sans foi ni loi. Mais ce ne sont que des rumeurs. Et nous ne savons pas ce qu'il en est vraiment. Aujourd'hui, il est à nos portes et nous demande asile. Devons-nous déroger à nos règles traditionnelles d'accueil et d'hospitalité sous prétexte que la rumeur nous le déconseille ? Il marqua une pause, paraissant attendre une réponse. Mais il n'en vint aucune, pas même de Gao ou de Mongo, qui étaient pourtant farouchement opposés à ce que Kana soit reçu. Mais ils savaient que le roi avait raison. Aussi préférèrent-ils se taire. Nous allons donc accepter cette requête et accueillir notre nouvel hôte comme nous en avons accueilli tant d'autres avant lui. Nous ne faillerons pas à notre devoir, malgré le sort qui nous accable. À l'instant même où le visiteur nocturne mit les pieds dans le village, une pluie fine se mit à tomber. Les habitants de l'Uemo s'étaient massés sur le trajet qui menait à la demeure qui lui avait été attribuée. Ils cherchaient à voir ce visage qu'ils ne pouvaient distinguer. Ce visage qui appartenait à l'homme dont ils avaient eu vent de tant de sinistres exploits. Puis, ne pouvant en déceler le moindre détail, ils posaient le regard sur son cortège. Ceux qui étaient placés à l'entrée du village avaient eu la surprise, une surprise mêlée de crainte, de voir surgir d'autres porteurs de l'obscurité. Il devait bien y en avoir une soixantaine à présent, de solides gaillards chargés comme des bœufs. D'ailleurs, des bœufs il y en avait aussi. Un troupeau d'une cinquantaine de têtes clôturait le convoi avec quelques moutons et chèvres. Sans compter les volailles que bon nombre de porteurs avaient accrochées à leurs épaules. L'Uemo n'en croyait pas ses yeux. Comment était-ce possible? D'où pouvait bien venir ce bétail à une telle période? En tous les cas, c'était de précieux présents que ce visiteur apportait là, qui qu'il soit. Au fur et à mesure que Kana et sa suite avançaient, la pluie s'intensifiait. On croyait avoir affaire à un mirage tellement tout paraissait irréel. D'abord des nuages apparus d'un clin d'œil, maintenant de la pluie et du bétail, des volailles. Tout semblait tellement providentiel. On était pourtant encore tellement imprégné des paroles du devin Wazaba, lui qui ne se trompait jamais. Mais qu'arrivait-il donc? Il suffit de peu de choses pour devenir un sauveur aux yeux d'un peuple qui souffre. Soulagez-le de ses malheurs. Donnez-lui l'espoir de voir enfin le bout de ses souffrances.
et il fait de vous un messie. Et avant même que le prince Kana ne soit arrivé à son nouveau logis, une rumeur avait pris naissance. Elle lui attribuait le pouvoir de contrôler les éléments naturels. C'était évident, il amenait la pluie avec lui. Grâce à lui, tous allaient être sauvés. On arriva à sa confortable demeure, Kana marchait sous un véritable déluge. De grosses gouttes chaudes et abondantes, comme il ne pouvait y en avoir que sous les tropiques. De grosses gouttes comme il n'y en avait plus eu depuis bien longtemps sur le royaume. Kana n'entra pas le premier. Il n'entrait jamais le premier dans une demeure que l'on mettait à sa disposition. L'homme qui s'était exprimé à l'entrée de la petite cité poussa le petit portail et entra dans l'enceinte. Il fit quelques pas, puis s'arrêta. Il leva la main et fit signe à quelqu'un derrière lui. Un second homme s'avança, une torche dans une main et une sorte de couvercle en osier dans l'autre, pour protéger la flamme de la pluie qui continuait de tomber. Il emboîta le pas au premier et ils firent rapidement le tour du bâtiment, puis entrèrent sous la véranda où 2 gardes du royaume attendaient, marquant l'accord du roi par leur présence. Sans leur accorder le moindre regard, les 2 hommes entrèrent dans la demeure et en ressortirent quelques instants plus tard. Le petit homme à la torche se dirigea vers Kana. « Tu peux entrer, maître. Cette demeure est pure. » Le prince s'avança. Sa silhouette était très élégante et sa démarche souple semblait le faire glisser sur le passage en pierre plate qui menait jusqu'à l'entrée. Arrivé devant les 2 gardes, il s'arrêta. « Vous pouvez disposer, garde. Je n'aurai pas besoin de vos services. » Il n'avait pas parlé très fort, mais sa voix grave, très légèrement rocailleuse, couvrit néanmoins le martèlement des gouttes de pluie sur le toit de chaume et le sol. Les gardes, qui n'avaient pu distinguer le visage de leur interlocuteur sous la capuche, ne se firent pas prier. Cet être les mettait mal à l'aise. Kana entra, suivi par son fidèle serviteur, ainsi que 2 porteurs de torches, qui se mirent à allumer celle qui était fixée au mur. L'entrée donnait directement sur un salon d'une 50aine de pieds par côté. Il y avait au centre une grande table basse posée sur un tapis en peau de buffle, entourée de chaises longues en bois ornées de cuir. Dans chaque coin de la pièce se trouvait une petite table sur laquelle se trouvait un récipient en bois contenant des fruits secs et une calebasse superbement sculptée qui contenait de l'eau. Elle n'était pas très fraîche, mais c'était tout ce que l'Uemo pouvait faire pour ce visiteur qui leur arrivait ainsi à une période on ne peut plus inattendue. Dans le mur du fond, on pouvait distinguer 2 beaux rideaux en lin brodés qui donnaient sur les pièces privées. Chacun de ces accès était encadré par de superbes tam-tams, n'ayant visiblement jamais servi. Après avoir allumé les torches, les 2 serviteurs se retirèrent. On entendait très distinctement au dehors le martèlement de la pluie déchaînée. « Tout semble en bonne voie, maître. » Le prince se tourna lentement. « À toi maintenant de faire en sorte que cela continue en accomplissant ton travail, Opoku. Tu n'as plus beaucoup de temps. »« Tout de suite, » répondit Opoku avant de quitter la pièce. Le palais était en effervescence. La pluie qui tombait en trombe avait mis le feu aux esprits. De la reine tout d'abord, qui y voyait le salut de sa fille bien-aimée, du roi ensuite, qui voyait également le salut de la princesse, de son peuple, mais en tirait une conclusion qui l'intriguait, l'erreur de Wazaba. Le vieux guérisseur s'était trompé dans ses prédictions, lui qui ne se prononçait que lorsqu'il était certain de ses interprétations. Le fait qu'il ait annoncé ce qu'il avait dit signifiait qu'il en était absolument convaincu. Alors que s'était-il donc passé? De son côté, Gao ne pouvait se résigner à croire que le vieux devin avait ainsi failli. Il se remémora ce que l'on lui avait rapporté dans la nuit, la brusque apparition des nuages. Jamais le ciel ne s'était couvert aussi vite, sans aucun signe avant-coureur. Il fit part de ses réflexions à Mongo. Celui-ci était plongé dans les mêmes interrogations que le premier conseiller.
Le sacrifice de la princesse semble désormais inutile, dit-il. Je pense que nous devrions rendre une petite visite à notre ami Wazaba et lui demander tout ce que cela veut dire, mon cher. Il doit certainement être le plus déstabilisé par ces événements. Ils se frayèrent un chemin hors du palais au milieu des nombreux visiteurs qui s'affairaient à redonner son visage souriant au palais en lui rendant ses couleurs vives. En effet, le retour de la pluie signifiait le retour des beaux jours, de la gaieté. Ils traversèrent la cour du palais avec beaucoup de précautions, car l'eau avait rendu le sol glissant. À la sortie, ils prirent 2 gardes comme escorte et s'engagèrent dans les ruelles de Louhémo. Ils marchèrent pendant un bon quart d'heure avant d'apercevoir la petite case. Sur le trajet, ils n'avaient pas croisé grand monde. Quelques groupes d'enfants courant la bouche ouverte sous la pluie, comme des petits fous cherchant à happer chacune des délicieuses gouttes qui tombaient. Les adultes étaient rares. Ils étaient soit à l'abri chez eux, louant Dieu et les ancêtres, soit ils avaient bravé les intempéries pour aller assister au spectacle aussi inattendu qu'irréel offert par l'arrivée du prince étranger, ou encore ils dansaient sur la place pour célébrer le retour de la pluie. La demeure de Wazaba était un peu à l'écart des autres, près des palissades qui séparaient le village de la lisière de la gorge de Dieu et son habituelle abondante végétation. Elle était en partie dissimulée par des buissons et des arbustes desséchés qui la cachaient complètement en temps normal. Arrivés à l'entrée, ils s'arrêtèrent. Une lueur venait de l'intérieur, mais pas un seul bruit. « Il y a quelqu'un qui s'éloigne dans les buissons !» chuchota un des gardes en pointant le doigt vers l'obscurité de la végétation. « En es-tu sûr ?»« Vois-tu ou as-tu vu quelque chose, toi, Mongo ?» demanda Gao. « Pas du tout. »« Dis donc, garde, ne serait-ce pas le fait d'être devant chez notre guérisseur qui te donne des visions ?» lui demanda Gao avec un petit rire. « Mais non, je suis sûr d'avoir aperçu une ombre, » protesta le jeune homme. « Évidemment, tu es le seul à avoir vu, » ironisa Mongo. Le garde haussa les épaules, tandis que le premier conseiller s'approchait de l'entrée. « Vieux Wazaba ?» Gao leva légèrement le rideau de raffia tressé qui ornait l'entrée du logis du vieil homme. Il appela une deuxième, puis une troisième fois. Mais aucune réponse ne vint. Il décida d'entrer, suivi de Mongo, ainsi que de l'un des gardes. À l'intérieur, la case n'était constituée que d'une seule pièce, divisée en 2 par un paravent d'osier tressé, derrière lequel on ne distinguait rien car il barrait la faible lueur de la torche. Du côté éclairé, on voyait une petite table sur laquelle il y avait des branches d'arbres et des herbes séchées. Le long du mur, il y avait des calebasses. Les plus proches contenaient de la poudre d'écorce ou encore des feuilles séchées. L'une d'entre elles était renversée et une autre plus loin était cassée et son contenu, un liquide blanchâtre, avait coulé sur le sol. Gao alla décrocher la torche, la raviva, puis se dirigea d'un pas hésitant vers le paravent. Sur celui-ci pendaient quelques peaux de serpents et de lézards. Il le contourna et s'arrêta net. Wazaba était allongé sur son lit de bambou. De ce qu'il portait ce soir-là au palais, il n'avait retiré que la peau de léopard. Le premier conseiller se précipita, rejoint par Mongo et le garde, qui était pourtant mal à l'aise. Il tendit la torche à ce dernier, puis entreprit, avec l'aide de Mongo, de réanimer le vieil homme. En lui redressant la tête, le conseiller de Kiasi vit un mince fil de sang qui coulait de 2 minuscules blessures dans le cou. « Qu'est-ce que... » Wazaba venait d'ouvrir les yeux. Il respirait très difficilement et avait de la peine à bouger, comme s'il était paralysé. Ses lèvres se mirent à trembler et il s'agrippa brusquement à Gao. Dans un effort qui allait lui coûter ses dernières forces, il plongea son regard dans le sien et un léger sifflement émana de ses lèvres ouvertes. Le premier conseiller approcha son oreille pour tenter de comprendre les dernières paroles du devin guérisseur de Louhémo. Le trésor, il faudrait préserver le trésor du...